Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous en cette période de confinement. Je vous propose une petite vidéo qui fait suite à, forcément qui fait suite à la précédente, hein, qui s'intitulait Politique du virus. Évidemment pas pour vous donner mon avis sur tel ou tel traitement, ou sur tel ou tel comportement qu'il faut pas avoir. Moi je suis anthropologue, je m'intéresse à la culture et pas à la médecine. Mais je vous propose néanmoins une petite vidéo sur le moment qu'on est en train de vivre, comme on a un peu de temps, ou beaucoup besoin de se distraire, ce qui est plutôt ça, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de travail. Comme on a voilà, beaucoup l'envie de se distraire et de comprendre ce qui est en train de se passer et demeurer vigilant à ce qui nous arrive, petite vidéo, voilà, sur un aspect que je trouve particulièrement intéressant de ce qu'on pourrait appeler l'épisode du coronavirus ou l'épidémie de coronavirus. Voilà. Bien. Alors, je voulais au départ intituler cette vidéo Les pouvoirs du futur. Pourquoi un tel titre? Je m'en explique. Pouvoir du futur parce qu'il y a un petit fait qui m'intéresse énormément dans la manière dont les médias, le pouvoir et dans une certaine mesure, parmi les gens avec qui je peux interagir par telco en ce moment, ou dans mon quartier à l'occasion de courses, voilà, quelque chose qui semble vraiment partagé, qui est finalement l'appréhension et l'appréhension de la catastrophe à venir. Cette vision de la catastrophe comme étant au futur. C'est à ça que je veux m'intéresser. Et je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo que dans le fond, cette approche par le futur de l'épidémie est quelque chose comme une ruse du pouvoir, ou pour le moins quelque chose qui va bénéficier au pouvoir et qui est un fait culturel très spécifique. Voilà. Bien. Alors, je voudrais commencer par une petite chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose d'assez infantilisant dans la méthode du confinement. Infantilisant en ce sens que, vous voyez, quand je m'occupe de ma fille qui a 15 mois, régulièrement, je vais disposer une pièce de telle sorte que rien de grave ne puisse lui arriver, que la pièce soit fermée, ce qui va limiter ses choix. Dans un premier temps, elle va protester, et puis ensuite, bon ben voilà, comme elle ne peut pas se faire mal, elle va passer un moment relativement agréable. J'apprends progressivement en tant que parent qu'en fait c'est pas forcément une bonne stratégie et qu'il est encore bien préférable de lui apprendre à me rassurer dans le fond. De lui apprendre à me montrer comment est-ce qu'elle tâtonne avant de faire des choses, comment est-ce qu'elle hésite avant de prendre un risque, comment est-ce qu'elle demande de l'aide avant de faire quelque chose. Bon. Mais on peut tout à fait admettre qu'un État, dans un moment d'urgence, n'a pas les moyens de se plonger dans des réflexions pédagogiques de cette sorte. Néanmoins, on peut voir que l'espèce de demande de la population d'être encadrée et confinée et non pas responsable de son action relève de quelque chose d'une logique, à mon sens, infantile. Dans ce cadre-là, il y a une forme de représentation de la crise qui est singulière. C'est l'idée de la crise à venir. Vous l'avez tous entendu, un tsunami nous arrive dessus, la catastrophe arrive, le pic va arriver, bon. Et en gros, qu'est-ce qui nous est dit? C'est que lorsque l'épidémie sera à son maximum, si elle se résorbe un jour, hein, mais on a l'idée d'une courbe comme ça en fonction de ce qui s'est passé dans d'autres pays et d'épidémies passées, le pic de l'épidémie ne doit pas submerger, dépasser totalement nos capacités de prise en charge de la pathologie. Donc en d'autres termes, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est que le tsunami nous dévaste tout. Bien. Je conteste pas du tout qu'en début d'épidémie, il y a moins de cas qu'au pic de l'épidémie, hein, c'est pas ça la question. Ce qui m'étonne, c'est que nous pensions essentiellement la catastrophe comme étant ce qui va nous arriver. Et pour illustrer ce point, je voudrais vous raconter une histoire que vous connaissez tous, mais peut-être seulement de nom. Alors voilà, c'est l'histoire d'Œdipe. Alors on est je sais plus, au 5e siècle avant Jésus-Christ, peut-être 425 avant Jésus-Christ, et Sophocle écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Oedipe. Alors dans Oedipe, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a la peste. Il y a la peste dans la ville. Il y a la peste dans la ville, et c'est déjà une première catastrophe.
Un chœur de citoyennes désespérées vient se plaindre à Oedipe et l'implorer de trouver la solution. Alors le roi, Oedipe c'est le roi de Thèbes, mène son enquête. Il mène son enquête et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui-même a commis des péchés très graves, il a pourri le pays par des actions immondes et réprimées par les dieux, réprouvées par les dieux, il a couché avec sa mère et tué son père. C'est lui qui a fait le crime originel, et par conséquent, pour que la peste s'arrête dans la ville, il doit fuir la ville, il est expulsé de la ville, même s'il part de lui-même en s'étant crevé les yeux, tandis que sa maman, avec qui il avait couché, s'était mariée, se pend. Bon, voilà, tragédie de Sophocle, superbe, tralala. Mais, c'est pas du tout comme ça que les Grecs voient les choses. Cette histoire, comment est-ce qu'ils la traitent? Voilà l'histoire au complet. Les parents d'Oedipe, à sa naissance, reçoivent une très mauvaise nouvelle d'un oracle qui dit « Votre enfant tuera son père et couchera avec sa mère ». Par conséquent, on perce les pieds de l'enfant, on y met une petite cordelette et on le pend à un arbre, on le fait pendre à un arbre par un berger pour le faire disparaître. Mais là, catastrophe, le berger a un cœur et il refuse de le tuer. Deuxième catastrophe, un autre berger passe par là et le ramasse. Troisième catastrophe, cet enfant-là est adopté par les rois de la ville de Corinthe et l'enfant grandit, etc. Catastrophe suivante, en rentrant, il croise son père à un carrefour, il s'engueule, il sait pas que c'est son père, il le tue. Ensuite, il répond à une question d'un sphinx qui lui demande qui est-ce qui a quatre pattes à l'enfance. Non, je suis déjà en train de donner la solution. Qu'est-ce qu'il y a d'abord quatre pattes, puis deux pattes, puis trois pattes? Bon, et alors c'est le nourrisson, c'est l'homme parce que c'est le nourrisson, la personne debout et la personne debout avec une canne. Bon, et ça lui donne le droit, puisqu'il a vaincu le sphinx en répondant à sa question, d'épouser sa mère, dont il ne sait pas que c'est sa mère. Et voilà en fait où sont les catastrophes. Les catastrophes, c'est ça. C'est cet ensemble catastrophique qui cause l'arrivée de la peste, n'est-ce pas? Et donc ils ont une vision dans le fond où ce qui est catastrophique, c'est d'abord et avant tout les causes, le crime, bien la responsabilité. Et là, c'est là que c'est très intéressant. Notre réaction par rapport à la crise, bon évidemment, on n'est plus dans un cadre religieux dans lequel nous penserions que l'épidémie a une cause morale. On ne pense pas que c'est les dieux qui se vengent à travers le coronavirus. Mais néanmoins, avec cette vision dans le futur, nous ne regardons la catastrophe que comme une somme de morts. Quand la somme de morts par jour sera la plus haute, alors ce sera vraiment là la catastrophe. Bon. Alors que dans une recherche de la culpabilité, de la responsabilité, on devrait d'abord regarder ce qui a rendu l'épidémie et les morts possibles et voir dans les manquements criminels, les politiques passées, etc., il y a en fait une action catastrophique. Bien. Alors, maintenant qu'on a posé les choses en se disant, socialement, on voit la catastrophe à différents endroits. On peut par exemple la voir soit dans la cause, soit dans le déroulé général, soit dans le pic, quoique je soupçonne certains cyniques de voir la catastrophe dans la catastrophe économique qui pointe. Donc voilà, selon où on se positionne dans l'espace et dans le temps culturel, on va avoir une appréciation différente de ce qui est catastrophique. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de faire une hypothèse, essayer de comprendre à quoi ça peut bien servir de se représenter la catastrophe comme non pas étant déjà là, ayant déjà eu lieu, mais comme étant à venir. Je vous rappelle qu'il y a une série de vidéos qui s'appelle Les Chroniques post-fin du monde, qui réfléchissent justement à comment la collapsologie ou le catastrophisme éclairé ont le même chemin, ont le même mécanisme, en appel à la constitution d'un gouvernement éclairé mondial pour les catastrophistes, et préviennent par rapport à une fin du monde à venir pour les collapsologues, alors que moi il me semble évident qu'on pourrait dire que dans le fond la fin du monde a déjà eu lieu, puisque nous ne sommes plus capables de nous corriger dans nos erreurs. Enfin bref, je vous renvoie à cette série de vidéos. Revenons à notre point. À quoi ça peut bien servir
dans le fonctionnement de la société, je parle de fonction sociale, hein, et dans le fonctionnement du pouvoir, de rester dans cette vision de la catastrophe comme étant le point, le moment où il va y avoir un pic de mort. D'abord, réfléchissons un peu. Ça produit une mise à distance qui est spectaculaire. Une mise à distance qui est spectaculaire, c'est-à-dire, on a l'impression d'être comme devant un film de catastrophe, justement, un film post-fin du monde, où il y a une montée, une montée, une montée, une montée, une montée. À un moment donné, les héros se confrontent à la catastrophe, résolvent le problème, boum, fin du film. Bon. Donc, d'une certaine manière, ça nous permet d'être spectateurs de quelque chose au lieu d'être dans la catastrophe. Dire que la catastrophe aura lieu, va venir, que le tsunami est à venir, c'est nous dire, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas encore, nous n'y sommes pas encore, nous n'y sommes pas encore, bientôt ça va venir. Par ailleurs, au lieu de nous identifier tous comme soit coupables, soit complices de la catastrophe, cela nous identifie comme des victimes potentielles qui se protègent et qui collaborent à éviter ce seul événement catastrophique qui nous concerne. Par conséquent, je n'ai plus à me sentir coupable, personnellement ça ne me regarde pas, enfin je n'ai plus à me sentir coupable d'avoir voté pour des gens qui ont détruit l'hôpital public, non, non, je suis un bon citoyen, j'applaudis le soir à 20h, je respecte le confinement, et si je fais bien, alors nous éviterons la catastrophe. Mais vous vous rendez compte de l'ignominie que c'est une pensée pareille? Ceux qui sont morts, ils sont morts de quoi? De la non-catastrophe qui n'était pas encore déjà là? Il y a des 12 000 morts qui sont là. Est-ce que c'est pas assez ou est-ce que c'est trop? Bon, on pourrait aussi réfléchir à l'usage des chiffres. Euh, Pourquoi est-ce qu'on perçoit cet événement-là comme catastrophique alors que les entre 250 000 et 650 000 morts annuels de la grippe, chiffre de l'OMS, sont plus ou moins perçus comme la norme? Mais enfin, revenons à notre épisode là. On a donc cette forme de mise en scène. La narration qui consiste à dire que la catastrophe va venir procède d'une mise en spectacle de la catastrophe. Nous n'y sommes pas encore, nous regardons, nous nous préparons et nous allons observer. Et par ailleurs, ce spectacle-là nous inclut comme de potentiels héros au lieu d'être des potentiels coupables ou complices de la catastrophe, en la mettant au futur. Bien. Alors par ailleurs, pour le pouvoir, ça permet naturellement de reprendre la main, puisqu'on est les organisateurs de la manière dont on va tenter de prévenir la catastrophe, qui a déjà eu lieu, mais enfin, voilà, puisqu'on va tenter d'éviter ce point sur lequel toute l'attention se focalise, alors il est trop tôt pour poser la question des responsabilités. Alors il est trop tôt pour porter des accusations. Alors il est trop tôt pour contester d'une manière ou d'une autre les mesures qui sont prises, et notamment les mesures sur le droit du travail qui sont destinées à aller au-delà de 2 mois, qui sont prises comme ça dans l'urgence. Bon, donc on a du côté du sens commun cette prodigieuse mise à distance spectaculaire et héroïsante. Du côté du pouvoir, on a encore cette dimension héroïsante, mais non, on a aussi et surtout voilà, la reprise en main de l'agenda de l'action. Très pragmatiquement, si on considère l'ensemble comme un épisode catastrophique, alors ceux qui l'ont causé, puisqu'on l'analyse dès le présent, sont les moins à même de le résoudre. Non, là on ne réfléchit pas comme ça. On est au présent dans une urgence qui est là et qui est de prévenir une catastrophe qui n'a pas encore eu lieu mais qui va venir. Vous voyez, ça, d'une certaine manière, justifie leur pouvoir, tout simplement. Bon, l'idée d'un effort circonstancié dans un moment de crise qu'on rétrécit en disant c'est une lutte à mort pour éviter le pic, lutte que je trouve parfaitement légitime par ailleurs, hein, et moi qui me pose pas de soucis, c'est très très bien qu'il y ait moins de morts, c'est juste que ce qu'il y avait avant était aussi de la catastrophe. Revenons à nos moutons. L'idée de concentrer l'effort dans un effort exceptionnel, ça permet aussi de faire passer pour exception ce que la crise dévoile. En inscrivant dans un temps court la crise, dans un temps de concentration extrême, qui n'est pas encore vraiment lancé et dont on voit déjà la fin, dont on rêve la fin, et dont on n'ose pas dire le terme exact, puisqu'on n'arrête pas de le repousser. Donc ce ramassement du temps
dans un seul épisode de crise qui serait la crise, ça permet, comme je vous le dis à l'instant, de faire passer le normal, qui est ici dévoilé, comme de l'exceptionnel. Par exemple, on se rend compte que les soignants sont des gens qui soignent, et c'est des gens qui nous sauvent. Et les soignants nous sauvent tous les jours quand on leur demande de nous sauver. Moi, par exemple, des pompiers m'ont sauvé la vie, une équipe médicale à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre m'a sauvé la vie aussi. Euh, c'est- il y a bien des années, hein, c'était en 2007. Euh, Tout simplement, voilà, les médecins sauvent, les infirmières sauvent, les infirmiers sauvent, les aides-soignantes sauvent, les aides-soignants sauvent. Ils nous sauvent, voilà, c'est tout. Et on les traite comme des merdes, collectivement, en les payant mal, en acceptant que leur outil de travail soit détruit, et en votant pour des gens qui saccagent leur travail, leur vie quotidienne, et qui emmènent de nombreux à se suicider. Voilà. Donc, ce qui nous paraît exceptionnel et qu'on célèbre, en réalité, n'est rendu exceptionnel que par cette concentration du temps. En réalité, c'est la norme. Voilà ce qui est dévoilé, c'est que les premières crodées, c'est eux. Alors ensuite, même si c'est un petit peu dissimulé, ça nous révèle qu'il y a 700 000 personnes en EHPAD qui vivent dans des conditions sanitairement correctes, mais par ailleurs souvent socialement, psychiquement extraordinairement fragiles et qui sont dans des situations souvent très proches de la maltraitance, et que le moindre dérèglement de leurs conditions peut occasionner des épidémies, des ravages et de la mort, que ce soit du coronavirus ou voilà, de fragilité, d'effondrement, de dépression, qui ne vont pas manquer de surgir à l'occasion de cet effondrement. Donc là encore, dévoilement. Voilà la catastrophe dans les EHPAD. Sauf que la catastrophe dans les EHPAD, chers amis, c'est tous les jours. Tous les jours. Bien. Évidemment, l'espèce de mariage incestueux entre nos premiers de cordée et les intérêts des banques du pays surgit magnifiquement. La seule grande action de solidarité de l'Union européenne jusqu'à présent, c'est d'avoir donné 750 milliards pour résorber, pour racheter de la dette bancaire et de la dette d'État. Donc vous voyez, dans le fond, c'est... Mais là encore, quelle surprise! Il n'y a aucune surprise. On est tout simplement dans l'action régulière et normale. Bien. Euh, alors, on pourrait dire aussi qu'une des choses qui marque le plus la crise et qu'on observe assez largement, c'est une espèce de crise de sens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, je vois beaucoup dans les réseaux sociaux des remarques du genre ça n'a pas de sens, on envoie les routiers au travail et j'ai pas le droit d'aller voir des gens dans pour un enterrement dans ma famille. Euh, on n'a pas produit de nationalisation, les hôpitaux privés ne sont même pas réquisitionnés, etc., etc. Et vraiment l'impression d'un effondrement du sens, d'un effondrement des significations, d'un effondrement des instances, des institutions publiques, etc. Mais c'est pas l'épisode de crise qui révèle ça. Cette crise-là des institutions, cette défiance vis-à-vis du pouvoir, cette défiance vis-à-vis des représentants élus, elle est parfaitement constante. Bien. Donc pour revenir à mon point, je voulais simplement réfléchir avec vous sur cette habitude que nous avons prise collectivement, de mettre en scène ce qui nous arrive sous la forme d'un épisode de crise, de catastrophe qui est à venir, à venir, et qui permet au pouvoir un traitement très particulier de son action. D'abord réclamer la totalité des pouvoirs pour prévenir ce bloc, cet iceberg, ce tsunami, comme vous voulez l'appeler, qui arrive, et non pas voir sa légitimité renversée par de plus compétents et par une action plus collective, plus organisée, plus structurée. Euh, voilà, ils disent on veut tout, on verra notre culpabilité après. Quelque chose qui permet de ne rien questionner de l'organisation des profits, du pouvoir, je sais pas moi, par exemple de l'industrie pharmaceutique, des conflits d'intérêts. Bon, on questionne rien, le tsunami arrive, et par ailleurs, on est dans un temps qui ne permet pas la mise en question du pouvoir. On est dans quelque chose d'assez rigolo où finalement, enfin rigolo non, c'est tragique, un certain niveau d'incompétence
amène à une situation catastrophique durable, à l'intérieur de cette situation catastrophique durable, à un moment donné, ceux qui avaient nié euh, la catastrophe se font les héros d'une catastrophe qui est mise en scène comme un tsunami, comme un élément extérieur, comme une cause externe en fait, comme un principe de nécessité externe qui vient justifier l'augmentation de leur pouvoir quand la somme de leurs inconséquences aurait dû au contraire invalider la légitimité de leur pouvoir. Bien. Donc c'est en quelque sorte une légitimité de dernier recours, tout simplement. Donc voilà, euh, faites bien attention à ce pouvoir de l'usage du futur dans le traitement de la catastrophe. Dans le fait de ne pas dire nous sommes dans la catastrophe, mais nous serons dans la catastrophe. La catastrophe va venir. Bon, eh ben j'espère que voilà, vous en sortirez tous indemnes d'une manière ou d'une autre, que vous n'avez pas été trop affecté dans votre vie personnelle, ni endeuillé, enfin voilà, rien de ce genre. Je souhaite le meilleur à chacun et à chacune d'entre vous. Et voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, je tiens à dire que les conférences de Traverse sont rédigées, corrigées grâce à Blandine Moravec. Et que voilà, je suis très très content et je cherche maintenant un éditeur. C'est en bonne voie, le texte est parti, il est déposé. Et, voilà. Et donc vous en aurez bientôt des nouvelles. Et bien sur ce, bonne continuation, bon confinement, bonne sortie de confinement, et puis à bientôt.